journal rétrospectif, bienvenue à tous. Le chef de l'État congolais a séjourné à Luanda, capitale d'Angola, en cette semaine qui s'achève. Joseph Kabila Kabange a répondu à l'invitation de son homologue Joao Lourenço. Le renforcement des relations bilatérales dans plusieurs secteurs a été l'objectif principal de cette visite congolaise sur la terre angolaise. Arrivé à Kinshasa le mercredi 1er août 2018 par l'aéroport international de Njili, Jean-Pierre Bemba Gombo a aussitôt déposé sa candidature à la présidentielle au siège de la CENI le jeudi 2 août 2018. Preuve que le président du MLC est déterminé à conquérir le pouvoir, même si le débat sur son éligibilité est loin d'être clos. En santé, sachez que la maladie à virus Ebola a refait surface en RDC dans la province du Nord Kivu. Déjà, pour y faire face, la riposte générale a été lancée à Mangina, au territoire de Béni. Des mesures d'hygiène ont été renforcées et les contrôles ont aussi été renforcés dans les frontières de la ville. À l'issue d'un tête-à-tête entre Joseph Kabila et Joao Lourenço, les deux chefs d'État ont tenu un point de presse. Le président de la République démocratique du Congo a remercié avant tout son homologue angolais pour l'invitation et l'accueil lui réservé à sa délégation. Joseph Kabila a confirmé les très bonnes relations existantes entre la RDC et l'Angola. Il a aussi rappelé l'objectif de cette visite, qui est principalement le renforcement des relations entre les deux pays dans plusieurs secteurs. Tout d'abord pour l'invitation à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé ici à Luanda, moi-même et aux membres de la délégation. J'aimerais bien confirmer effectivement, Monsieur le Président, que les relations entre la République démocratique du Congo sont au bon fixe. On a de très bonnes relations, mais que la visite ici a comme but, comme objectif, de renforcer ces relations. Renforcer ces relations, que ce soit en ce qui concerne la coopération commerciale entre nos deux pays, relations en ce qui concerne aussi les infrastructures entre nos deux pays. Et ici, je vois bien le port de Lobito et le chemin de fer de Lobito jusque chez nous, à Dilolo, et au-delà de Dilolo, bien sûr, jusqu'à Kolwezi. Et bien entendu, les relations de bon voisinage d'une façon générale. Pendant nos discussions, Monsieur le Président, on a effectivement insisté sur les 2 ou 3 points que vous venez d'évoquer vous-même. Tout d'abord, la sécurité le long de notre frontière, sécurité et coopération, mais aussi comment faire pour que nos relations ne soient pas seulement au niveau de nos populations le long des frontières, mais aller au-delà et construire de grands projets, de très grands projets dans le domaine des infrastructures. Et je crois bien que nous sommes mis d'accord sur les 2 ou 3 projets clés. Et bien entendu, il y a aussi cette invitation venant de vous-même pour que nous puissions visiter le terminal minier à Lobito au courant de cette année ou avant la fin de cette année, une invitation que j'ai acceptée. Tout ça, Monsieur le Président, pour me résumer, démontre à suffisance qu'on a de très bonnes relations, mais qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Il y a encore un long chemin pour que nous puissions continuer à renforcer ces relations pour le bien de nos populations. Bien avant, Joao Lourenço, président d'Angola, a félicité le chef de l'État, Joseph Kabila, pour l'assurance de l'aboutissement du processus électoral que donne le déroulement du dit processus en RDC pour des bonnes élections. À
À l'invitation du président angolais, président de l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC, une rencontre bipartite s'est tenue à Luanda ce jeudi 2 août entre Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, et João Lourenço de l'Angola. Une rencontre qui fait suite au tête-à-tête entre les chefs d'État de l'Angola et de la RDC, tenue à Luanda en marge du sommet de la double troïka de la SADC du 24 avril 2018. Au cours de la présente bipartite à Luanda, les deux chefs d'État ont passé en revue d'une part les questions de coopération bilatérale entre leurs deux pays et d'autre part la situation générale dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Des relations bilatérales, les deux chefs d'État ont salué l'excellence de leurs relations et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les liens historiques de coopération, d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui unissent leurs pays et leurs peuples respectifs. L'accréditation d'un nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo en République d'Angola en est un signe éloquent. Les deux chefs d'État ont réitéré leur attachement aux principes clés de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et du pacte sur la paix, la sécurité et le développement dans la région de Grands Lacs, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et celui du respect de la souveraineté des États. Les deux chefs d'État s'y sont par ailleurs félicités de l'amélioration progressive de la situation humanitaire dans les provinces du Kasaï, consécutivement aux troubles à l'ordre public et exactions perpétrées par la milice terroriste Kamwina Nsapu et de la réouverture des frontières en vue d'un retour volontaire et paisible des ressortissants congolais ayant trouvé refuge en Angola. Des relations économiques, les deux chefs d'État ont salué l'amélioration et l'extension des relations économiques déjà très dynamiques par l'ouverture de la voie ferrée Lobito Lolo, qui contribue au renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays ainsi qu'au désenclavement de la province congolaise de Lualaba par une évacuation plus rapide des produits miniers et autres en provenance de la République démocratique du Congo. Ils ont réaffirmé leur engagement à poursuivre cette coopération notamment dans le secteur de l'énergie en application de l'accord cadre de coopération dans le dit domaine signé par les deux pays le 19 juillet 2018 à Cabinda. De la situation générale dans la région de Grands Lacs et en Afrique centrale, les deux chefs d'État ont souligné l'importance de la paix et de la stabilité de la région, facteur propice au développement des États et à l'épanouissement de populations respectives. Après avoir fait un tour d'horizon de la situation dans la région de Grands Lacs et en Afrique centrale, ils ont rappelé l'urgence et la nécessité d'une application sans faille et par toutes les parties prenantes de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et le développement en République démocratique du Congo et dans la région du 24 février 2013. Pour ce faire, ils en ont appelé à la diligence des États de la région de tenir leurs engagements tant nationaux que régionaux souscrits dans le cadre de cet accord. Concernant la République démocratique du Congo, les deux chefs d'État ont une fois de plus condamné les attaques terroristes des ADF dans la partie est de la RDC, lesquelles causent la désolation et des pertes incessantes des vies humaines. De plus, ils ont rappelé l'engagement non encore exécuté de la communauté internationale de délocaliser les FDLR qui sont toujours cantonnés dans quelques contrées de la République démocratique du Congo. S'agissant du processus électoral, les deux chefs d'État ont vivement salué les progrès accomplis dans ce cadre au regard des engagements pris dans la mise en œuvre du calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 par la Commission électorale nationale indépendante et prévoyant l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales au 23 décembre 2018. Joseph Kabila Kabange et João Lourenço se sont en outre félicités des conclusions de la 31e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Nouakchott le 1er et le 2 juillet 2018 ainsi que du premier sommet conjoint CEAC-CEDEAO tenu à Lomé le 30 juillet 2018, lequel a permis une approche commune de préoccupation sécuritaire des États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest pour des solutions plus efficaces et renforcées. Les entretiens de Luanda entre Joseph Kabila de la RDC et João Lourenço de l'Angola se sont déroulés dans un climat de fraternité, de convivialité et de parfaite compréhension. Joseph Kabila et João Lourenço ont convenu de poursuivre leurs consultations sur les questions d'intérêt commun.
Le président de la République, Joseph Kabila, a promulgué le vendredi 27 juillet 2018 la loi portant statut des anciens chefs d'État élus. Cette loi élargie aux anciens présidents des deux chambres du Parlement garantit certains avantages aux anciens présidents de la République élus. La loi prévoit pour les anciens présidents élus une pension spéciale mensuelle dont les montants sera fixé par les parlements, une allocation annuelle pour les services rendus, des soins de santé pour lui et sa famille, la rente des services, sans mettre de côté d'autres avantages pour les anciens présidents du corps et une indemnité mensuelle pour la consommation d'eau et d'électricité. Les anciens présidents des deux chambres du Parlement, quant à eux, bénéficieront d'une indemnité mensuelle, d'une indemnité de logement, d'une garde policière de 6 éléments, des passeports diplomatiques et titres de voyage pour eux et leurs familles. De soins de santé leur seront garantis et de véhicules leur seront donnés, renouvelables après 5 ans. Les gouverneurs de province, les membres de la société civile et les confessions religieuses ont signé le mercredi 1er août 2018 au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa la charte constitutive du Front commun pour le Congo FCC. Néhémie Mouilania Wilonja, directeur de cabinet du président de la République, a invité les signataires à œuvrer pour l'atteinte des objectifs du Front, notamment celui de gagner effectivement les prochaines élections. Il s'agit ainsi de la 4e série d'adhésions massives au FCC. Les gouverneurs André Kimbuta Yango de Kinshasa, Julien Paluku du Nord Kivu, Alphonse Ngoï Kassonji du Kassai oriental, Célestin Pandeka Popo du Haut-Katanga, Denis Kambaï Chimbumbu du Kassai central, Richard Mouyej Manguez Mans de Lualaba et Atou Matubwana, vice-gouverneur du Congo central, ont tous adhéré à cette plateforme. Quelques personnalités religieuses ont également apposé leur signature sur cette charte. En outre, le directeur du cabinet du chef de l'État et membre au comité stratégique du FCC a révélé la philosophie d'émergence du FCC. Selon lui, le Front commun est constitué de ceux qui veulent devenir les remparts pour protéger le Congo, aussi de ceux qui pensent que les querelles nous ont fait reculer et qu'il est temps de se rassembler pour aller à la rencontre du peuple congolais, lui faire une offre nouvelle. L'offre d'un nouveau mental qui va permettre de tirer des leçons du passé et se mettre la main dans la main pour travailler. Pour le lot de signatures enregistrées, presque tous les membres du gouvernement, les partis et regroupements politiques, mais aussi autres personnalités scientifiques et indépendantes ont adhéré au Front commun pour le Congo. Le retour de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa a été effectif ce mercredi 1er août 2018. L'avant-midi de ce jour, à l'aéroport international de Njili, les cadres et militants du MLC, membres de la famille et autres sympathisants ont accueilli le président du MLC. Un accueil que l'on peut qualifier de chaleureux au regard des groupes des gens placés de part et d'autre du boulevard Lumumba avec banderoles et drapeaux à l'effigie du sénateur Bemba. Ce dernier revient en RDC 10 ans après son incarcération à La Haye à la CPI. La tension entre militants et policiers a été remarquable. Les militants ont poussé des slogans accompagnés des chansons hostiles au pouvoir. Et ceux qui ont tenté de perturber la circulation ont été repoussés sans incident à une distance de plus de 100 mètres par la police. Cette dernière a d'ailleurs exécuté les ordres du général Silvano Kasongo dans le strict respect des droits humains. Jean-Pierre Bemba rentre au pays à 8 jours de la clôture de l'opération de réception des candidatures pour les élections présidentielles et législatives. Il a été investi par son parti, le MLC, à l'issue d'un congrès, candidat à la présidence de la République pour les élections prochaines du 23 décembre 2018. Rappelons que Jean-Pierre Bemba a été libéré par la CPI car acquitté dans l'affaire principale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais il reste encore l'affaire de subornation de témoins sur laquelle la décision de la Cour se fait encore attendre. Après l'accueil du sénateur Jean-Pierre Bemba par une marée humaine à Kinshasa, la police nationale congolaise, par son commissariat provincial de la capitale, a publié un communiqué dans lequel il relève le calme global de l'accueil de Jean-Pierre Bemba en saluant le professionnalisme dont a fait preuve la police. La PNC a néanmoins relevé un incident à la hauteur du quartier Mikondo dans le district de la Tchangou où des inciviques se sont attaqués à la police avec des projectiles. Grâce à la vigilance des éléments commis à la sécurité du cortège que le sénateur Jean-Pierre Bemba a gardé son intégrité physique malgré ces projectiles.
Arrivé mercredi 1er août 2018 à Kinshasa, après 10 ans passés à la prison de la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba Gombo a déposé ce jeudi 2 août sa candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018 au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Malgré les débats autour de son éligibilité ou non, l'ancien vice-président de la République reste focalisé sur son ambition de conquérir le pouvoir. Escorté par la police nationale congolaise, le sénateur Bemba a été accompagné au bureau de la CENI par son épouse et quelques cadres de son parti, le Mouvement de libération du Congo. Retenez que malgré son acquittement par la CPI des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable de l'infraction de subornation de témoins, affaire pour laquelle il attend être fixé par la Cour pénale internationale. Notez en plus que la loi électorale congolaise, dans son article 10, évoque la corruption comme cause de l'exclusion de toute candidature à la présidence de la République. La grande question à présent est celle de savoir si la candidature de Jean-Pierre Bemba sera retenue. Seul l'avenir pourra nous en dire plus. À 6 jours de la clôture des dépôts des candidatures aux élections présidentielles et législatives nationales du 23 décembre 2018, les débats autour de l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba est loin d'être clos au sein de l'opinion congolaise. La dernière sortie en date est celle de Raphaël Nyabiringu Mwene Sanga, professeur émérite et doyen honoraire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Au centre de ce débat, l'infraction de subornation de témoins sur laquelle le sénateur Bemba attend être fixé par la Cour pénale internationale. À la question de savoir si cette infraction est condamnable en droit congolais, le professeur Nyabiringu Raphaël a, au cours d'une conférence tenue mardi 31 juillet à Kinshasa, affirmé que la subornation de témoins est condamnable par les textes ratifiés par la République démocratique du Congo. Il ressort du droit pénal positif congolais dans ses sources de droits internationaux que les atteintes à l'administration de la justice sous forme de subornation de témoins constituent une entrave à la justice et une forme de corruption, a indiqué cette grande figure du milieu universitaire. Poursuivant, le professeur Raphaël Nyabiringu a rappelé que le droit pénal positif congolais en vigueur ne se limite pas qu'au dispositif du code pénal congolais, mais aussi aux traités internationaux pertinemment ratifiés par le pays. Il prend pour référence l'alinéa 4 de l'article 153 de la Constitution de la RDC qui stipule que les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux dûment ratifiés par les lois et les actes réglementaires, a-t-il conclu. Plus de soucis à se faire au sujet des remboursements de frais de dépôt des candidatures des députés provinciaux pour la provinciale non organisée de 2016. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Intérieur et Sécurité du 28 juillet, signé par le vice-ministre Basile Olongo Pongo, qui annonce le début de ces remboursements à partir de ce lundi 30 juillet 2018. L'immeuble de la territoriale, situé sur le boulevard Triomphal, à côté du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala à Kinshasa, a d'après le communiqué été choisi comme lieu de cette opération de remboursement. Du côté de partis politiques concernés pour cette opération, les réactions ne se sont pas fait attendre, toutes revenant sur la procédure de ces remboursements. Par la voix de son porte-parole, Augustin Kabouya, l'IDPS propose que la banque soit remise la contribution pour faciliter l'opération et que le fonds soit renversé dans les comptes des partis, donc l'enregistrement de paiement se trouve dans la banque. Seydou Mena Makengo, président du Parti national pour la démocratie et le développement de son côté, propose que le gouvernement manifeste d'autres actes de bonne volonté. Il formule le vœu que le gouvernement tienne compte de la façon dont chaque parti soit organisé pour payer cette caution et soit à l'écoute du peuple. Pour Seydou Mena Makengo, la CENI et le gouvernement ne devaient plus recourir à la machine à voter. Inciter la jeunesse RD congolaise à conquérir les pouvoirs, telle est la mission de la plateforme Oui Jeunesse pour les élections qui plantent à l'horizon.
Samedi 28 juillet 2018, dans la salle polyvalente Marie-Ange Lukiana, devant ses membres et sympathisants, la plateforme Oui Jeunesse a procédé à la présentation de ses candidats pour les élections législatives du 23 décembre 2018. Après sa signature de la charte du Front commun pour les Congo FCC, Oui Jeunesse veut puiser dans l'énergie de la jeunesse pour un meilleur avenir du pays, comme le confie ici l'un de ses représentants. Je demande donc à tout le monde de donner la chance à la jeunesse. Parce qu'avec une population dont la jeunesse dépasse plus de la moitié, je ne vois pas qui peut bien tenir l'intendant de la direction du pays si ce n'est pas la jeunesse. Donc nous devons mêler la jeunesse dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de l'État congolais. Parmi les candidats députés nationaux que Oui Jeunesse va présenter au prochain scrutin, certains d'entre eux ont fait savoir que les jeunes doivent être au centre des élections, c'est-à-dire candidats et électeurs. Vous savez, il y a tant de partis politiques. Et en fait, moi j'ai choisi de partir avec Oui Jeunesse, d'abord en rapport avec son nom. Oui Jeunesse, moi je me suis toujours battu jour et nuit pour défendre les intérêts de la jeunesse. Que les jeunes ne soient pas absents. La politique des chaises vides ne paye pas. Ça, tout le monde connaît. Ils n'ont qu'à voter, ils n'ont qu'à se faire enrôler fleuvement, massivement, pour que nous puissions piloter les bateaux ensemble. Autre temps fort ayant marqué la cérémonie fut la remise des mandats, documents leur permettant de battre campagne au nom de Oui Jeunesse. Ici est cependant de signaler que Oui Jeunesse se lance dans la conquête du pouvoir comme structure de la société civile et non comme parti politique. Les militants et partisans du Parti fédéraliste ont réservé un accueil plus que chaleureux à David Moulumoué Desrois, l'interfédéral du Sud Kivu. Il s'est senti obligé de faire le pied de Kavumu à la place Miti jusqu'au village Moudaka. Cette grande mobilisation est un message fort de ce parti de la majorité présidentielle qui se dit prêt à remporter les élections du 23 décembre prochain. Nous sommes 100% prêts parce que nous accompagnons le chef de l'État qui a dit cap vers les élections. Nous sommes suffisamment prêts en tant que parti les fédéralistes. Nous avons mis 20 candidats au site Kivu et moi-même je suis dans les territoires de Kabare, mais nous avons les candidats partout. Et les jeunes doivent saisir cette opportunité pour amener de nouvelles stratégies et à changer la classe politique. Nous accompagnons le chef de l'État dans son message de changer la classe politique et que les jeunes puissent saisir cette opportunité. La population du Sud Kivu, visiblement ravie de cette visite, attend des fédéralistes des actions pour le développement de la RDC et de la province du Sud Kivu. La différence, c'est que nous n'avons pas de main noire dans la gestion du pays. Les autres partis qui concourent avec nous ont travaillé et je pense que la population va sanctionner. D'ailleurs, je demanderai déjà à la population de se ranger derrière nous. La délégation des jeunes du Nord Kivu a salué le dynamisme et la détermination de David Moulumoué Desrois. David Moulumoué Desrois, c'est un grand leader. Pour moi, je l'appelle un mentor. Et je crois enfin nous avons trouvé l'homme dans son esprit où est logé le développement même de ce pays. Je crois que sans pour autant le vanter, beaucoup de gens vont le remarquer. Nous avons été à côté de lui, nous avons senti sa passion, nous avons senti sa détermination, sa motivation. Je crois que j'ai lu du Nelson Mandela en lui. La forte délégation qui accompagnait David Moulumé a terminé sa caravane au siège du Parti fédéraliste en plein cœur de la ville de Bukavu. Adolphe Muzitu, de nouveau suspendu du Parti Lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga. Dans une décision rendue publique le 30 juillet, il fait état d'une suspension à durée indéterminée. Il est reproché au Premier ministre honoraire ses différentes sorties médiatiques, sa déclaration de candidature à la présidentielle, les différents contacts qu'il prend sans en informer la hiérarchie et les débauchages au sein du parti. Il présente aussi ses candidats dans d'autres partis politiques.
Tous ces faits relèvent de l'indiscipline et de la trahison, déclare-t-on. Ici est de rappeler qu'Adolphe Muzitu, qui s'est déclaré candidat président de la République, a reçu le week-end dernier les soutiens des 3 plateformes électorales à sa candidature. En 2015, l'ancien Premier ministre avait déjà été suspendu du Palou pour une durée de 3 ans. La République démocratique du Congo fait encore face à une épidémie du virus Ebola dans l'agglomération de Mangina en territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Cette maladie dangereuse et mortelle surgit après la déclaration de la fin effective de sa 9e épidémie qui a sévi à l'Équateur. Rien jusqu'ici permet formellement d'établir un lien entre l'épidémie qui sévit à Mangina et celle qui vient de s'achever dans la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé, Eli Ilunga, indique que 6 échantillons prélevés auprès de patients retenus sont arrivés à Kinshasa ce mardi 31 juillet 2018. Analysés par l'Institut national de recherche biomédicale INRB, 4 échantillons se sont relevés positifs à la maladie à virus Ebola. Par contre, pour combattre le plus vite possible cette épidémie, une délégation du ministère de la Santé est arrivée ce jeudi 2 août 2018 à Beni. Question de la prise en charge médicale et des mises en place des différentes composantes de la riposte et des équipements de protection individuelle. Notons aussi que pour cette 10e épidémie d'Ebola, les experts détermineront les traitements curatifs et préventifs les plus appropriés. Cette procédure, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, l'a confirmé et a appelé la population de cette région au calme et à la prudence. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a officiellement lancé le jeudi 2 août à Mangina la riposte générale contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Déclarée dans la zone de santé de Babalako en territoire de Beni, cette nouvelle épidémie a fait déjà 20 décès sur les 26 cas enregistrés jusqu'ici. Le ministre de la Santé a installé une équipe de médecins épidémiologistes avec un centre d'isolement à Mangina dans l'espoir de contenir l'épidémie. Des mesures spéciales sont pour ce faire conjointement prises par le ministre de la Santé et les autorités politico-administratives et sanitaires de Butembo. L'appel au respect de mesures d'hygiène a été lancé et un contrôle particulier sera renforcé à l'entrée nord de la ville sur l'axe Butembo-Beni. La suspension de la grève de professionnels administratifs de la santé déclenchée depuis le 31 mai 2018. La mission des Nations Unies en RDC promet d'accompagner logistiquement le gouvernement congolais. D'après David Grizzly, l'envoyé spécial de l'ONU chargé des opérations, le casque bleu de la MONUSCO assureront la sécurité des équipes de médecins restés à Mangina pour une constante surveillance de cette 10e épidémie dans la partie orientale de la RDC. La presse congolaise de nouveau en deuil. Elle vient de perdre une grande figure de la radio-télévision nationale congolaise. Brigitte Mopané s'est éteinte ce mardi 31 juillet 2018 de suite d'une crise cardiaque vers 4 heures du matin. Une disparition brutale qui arrache à la presse de la RDC, particulièrement à la RTNC, sa présentatrice du journal télévisé et de l'émission Questions des populations. Brigitte Mopané reste l'une des grandes voix de la RTNC. Très engagée dans la cause des vulnérables, Brigitte Mopané est l'une des cofondateurs du réseau des journalistes et communicateurs pour la population et le développement RCP, dont les principaux objectifs sont de réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et où le potentiel de chaque jeune est accompli. Selon certaines sources, Brigitte Mopané n'a pas supporté les décès successifs de ses parents. Il y a à peine un mois qu'elle venait de perdre son père et le 20 juillet dernier, elle perdait sa mère. Le Bureau stratégique de communication compatit à cette triste nouvelle de la disparition brusque de Brigitte Mopané. Oui, mon cœur t'adore. L'ancien bras droit de Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa, a été élu président du Zimbabwe dès les premiers tours des élections présidentielles avec 50,8% de voix. Une victoire immédiatement rejetée par l'opposition et qui laisse craindre de nouvelles tensions dans un pays qui est sous le contrôle de l'armée. Âgé de 75 ans, Emmerson Mnangagwa est à la tête du Zimbabwe depuis la chute en novembre dernier de Robert Mugabe qui a passé 37 ans au pouvoir.
Emerson Mnangagwa a salué un nouveau départ pour son pays avant d'appeler à l'unité pour construire un nouveau Zimbabwe pour tous. Notez que Nelson Chamisa, principal adversaire de Mnangagwa, a obtenu 44,3% de voix lors de ce premier scrutin présidentiel post-Mugabe. Des échos en provenance du Mali, cet autre pays africain où un scrutin présidentiel vient d'être organisé, il va falloir un second tour pour départager le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son poursuivant immédiat, le chef des files de l'opposition malienne Soumaïla Cissé. Ce second tour est prévu pour le 12 août 2018. Le rappel des titres de la semaine. Le chef de l'État congolais a séjourné à Luanda, capitale d'Angola, en cette semaine qui s'achève. Joseph Kabila Kabange a répondu à l'invitation de son homologue Joao Lourenço. Le renforcement des relations bilatérales dans plusieurs secteurs a été l'objectif principal de cette visite congolaise sur la terre angolaise. Arrivé à Kinshasa le mercredi 1er août 2018 par l'aéroport international de Njili, Jean-Pierre Bemba Gombo a aussitôt déposé sa candidature à la présidentielle au siège de la CENI le jeudi 2 août 2018. Preuve que le président du MLC est déterminé à conquérir le pouvoir, même si le débat sur son éligibilité est loin d'être clos. En santé, sachez que la maladie à virus Ebola a refait surface en RDC dans la province du Nord Kivu. Déjà, pour y faire face, la riposte générale a été lancée à Mangina, au territoire de Bénin. Des mesures d'hygiène ont été renforcées et les contrôles ont aussi été renforcés dans les frontières de la ville. Fin de ce journal rétrospectif. Bon week-end chez vous.